Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, vous allez continuer à regarder notre émission, écouter pour comprendre, et là, vous avez bien raison. Et là, ce soir, nous avons une émission très, très riche en événements et où on sera accompagné d'une agréable femme. Mettre mes respects. Mes respects à vous aussi, monsieur Grabin. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir, toujours. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire le nécessaire pour négocier de problèmes très très graves que nous voyons dans les différents foyers. Il y a même un document qui est sorti, le violentomètre, qui est sorti tout dernièrement. Et ça permet de voir les graduations du comportemental de l'homme ou de la femme. Tout à fait. Et en amour, il faut être deux. C'est comme le tango. Malheureusement, on constate une chose, c'est qu'en amour, l'une des plus grosses violences, c'est la violence morale. Ça, c'est la plus forte, la plus dangereuse. Ben, le souci, c'est que, et c'est pour ça que c'est important le violentomètre, c'est que parfois, il n'y a pas de... Les gens ne prennent pas conscience tout de suite que la violence s'installe. On peut jouer à se chamailler un petit peu et les gens ont du mal ils se disent, bon, moi, je ne suis pas battue, une femme battue, j'aurais eu des bleus, j'aurais eu des coups sur la tête. Et c'est pour ça que le violentomètre a été mis en place. Ça permet de savoir que la violence, ce n'est pas uniquement de la violence physique. Il y a effectivement de la violence physique, mais ça passe par tous les stades. Ça passe par la violence psychologique, ça va jusqu'au harcèlement. Ça passe par les violences physiques dites légères, une gifle, une bousculade, certaines disent... Une menace. Une menace. Les menaces sont des violences. Prendre un fusil et dire à quelqu'un si tu continues, mais moi je vais te tuer, c'est une menace. Sortir un fusil et sortir on dit fusil ici, mais sortir une arme de poing et menacer quelqu'un avec un coutelas, c'est une violence. Et certains vous diront, mais je ne l'ai pas touché. Mais juridiquement, c'est qualifié de violence. Et puis les violences peuvent aller dans des gradations encore plus graves, à savoir les violences physiques qui entraînent des ITT. Ce que la loi prévoit, c'est avec ou sans ITT. Avec ITT, sans ITT, ça veut dire que cela n'a pas conduit ce sont des violences moins graves. ITT pour ne pas confondre. Incapacité temporaire de travail. C'est une incapacité temporaire de travail et lorsque ce sont des incapacités temporaires de travail inférieures ou égales à 8 jours, ce sont des délits qui sont moins importants que quand c'est des incapacités temporaires de travail supérieures à 8 jours. Alors, lorsqu'il y a des violences avec coutelas, lorsqu'il y a des violences avec armes, des coups de poing et des conséquences psychologiques, parfois les gens peuvent être hospitalisés parce qu'on leur a coupé un membre ou bien parce qu'il y a eu des tentatives de suicide, ça crée des incapacités supérieures à 8 jours qui peuvent conduire à des séquelles importantes. Et les gens, on ne voit les violences conjugales que lorsque la personne est décédée. On apprend dans les journaux, monsieur un tel a tué sa femme, ou un jeune a tué sa copine qui le quittait, ou on ne voit aussi les violences conjugales que par la voisine qui revient à chaque fois avec son mari alors qu'il la tape. Mais il y a cette violence insidieuse qui parfois est là à bas bruit, et notamment la violence psychologique qu'on voit beaucoup à nos cabinets. Et comme on dit chez nous, un coup de roche pirate qui a une mauvaise parole. Oui, en mauvaise parole, et puis surtout quand c'est répété. Oui. Quand c'est répété année après année, à un moment donné, ça conduit ça conduit à des conséquences physiques et médicales. Il y a des gens qui font des dépressions, qui font des tentatives de suicide parce qu'on n'arrête pas de leur dire tu vaux rien, sans moi tu n'es rien, de toute façon tu n'as pas d'argent, tu travailles pas, tu es incapable de t'occuper des enfants, manger au pas bon, façon tu es moche, tu as grossi, regarde-toi, qui voudrait de toi. Répéter de façon régulière, c'est de la violence. Et c'est puni par la loi, c'est important de le dire. Parce que les gens se disent, si on peut même pas parler, mais c'est juste pour rigoler, on sait que... Polichinelle disait les vérités en riant. Voilà.
Donc on n'a pas le droit de dire certaines choses à sa femme ou à son homme. Alors, Ou à son homme, parce que les violences pas à sens unique. les violences conjugales, ce n'est pas à sens unique, ça c'est important d'en parler. Dans mon cabinet, il m'est arrivé effectivement de défendre des hommes pour des violences conjugales. Ce qui est important de dire, il faut dire la vérité aussi, c'est beaucoup plus rare. Il y a des statistiques qui sont faites, et dans les statistiques, il y a plus de femmes qui meurent sous le coup de leur mari que d'hommes qui meurent sous le coup de leur femme. Mais ça existe. Parallèlement, en Martinique, hein, j'ai défendu récemment, il y a même pas quelques mois, j'ai assisté une femme en garde à vue qui a été poursuivie parce qu'effectivement, elle avait commis des violences sur son ex-concubin. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que les violences, elles peuvent être d'un homme sur une femme, elles sont souvent d'un homme sur une femme, mais elles sont aussi d'une femme sur un homme. Et c'est tout aussi illégal. On ne protège pas uniquement les femmes contre les violences, on protège l'être humain contre les violences. Et il s'avère, pourquoi est-ce qu'on parle des violences faites aux femmes? Parce qu'il s'avère qu'il y a plus de femmes qui prennent des coups. C'est pour ça qu'on dit les violences faites aux femmes, et c'est pour ça aussi que les femmes se retrouvent dans des situations où elles sont dépendantes financièrement, elles sont dépendantes, donc dépendantes économiquement, elles sont dépendantes psychologiquement parce qu'il y a les enfants, parce que donc elles ont le sentiment de ne pas être en capacité de s'en sortir, et c'est la raison pour laquelle il y a toute une politique actuelle pour protéger les femmes contre les violences. Mais il est une évidence que quand on milite contre les violences faites aux femmes, on ne dit pas taper les hommes, c'est pas grave. C'est pas les hommes contre les femmes. Non. Et ça, c'est important. Souvent, lorsqu'on parle de violences contre les violences faites aux femmes, les gens ont l'impression qu'on est des espèces de passionnariats, qu'on est contre les hommes, mais pas du tout. On est dans une société où les hommes et les femmes doivent vivre paisiblement, mais il faut aussi ouvrir les yeux et arrêter de dire il n'y a pas tant de femmes que ça qui sont battues. Il y en a qui sont battues dans tous les milieux socio-professionnels. Il y a même qui sont battues et qui sont précédées par le mot chéri. Avant de prendre la claque ou le coup de poing. Et après, mais c'est chéri, c'est toi qui me fais faire ça, tu comprends pas, c'est parce que je t'aime trop. Ben non, a priori, quand on aime quelqu'un, on tape pas la personne. Non. Et c'est une évidence aussi, mais quand, dans le huis clos familial, il y a l'amour, il y a les sentiments. Et avec les sentiments, parfois, les gens ont du mal à s'extirper de cette violence-là. Ce qui fait qu'on s'en extirpe, c'est parce que quelqu'un d'extérieur s'en est rendu compte ou parce que ça a des conséquences sur les enfants. Et souvent, parfois, la femme se réveille, on va dire, lorsque les conséquences sont sur les enfants. La loi, d'ailleurs, a pris cela en compte. Récemment, le fait de commettre, il y a eu une aggravation, enfin, le fait de commettre des violences sur son conjoint ou sur son concubin en présence d'un enfant mineur, c'est devenu une cause d'aggravation. Ça veut dire qu'on va condamner quelqu'un à une peine plus importante s'il a commis des violences sur son conjoint ou son concubin ou son ex-conjoint ou son ex-concubin alors que les enfants étaient là. Pourquoi? Parce que tous les psychologues s'accordent actuellement à dire de façon très claire que quand les enfants voient, ça a des conséquences traumatiques pour toute leur vie. C'est une violence qu'ils subissent, même si eux, ils n'en ont pas été impactés directement, même s'ils n'ont pas reçu une... Avant, on se disait, l'enfant n'a pas reçu une gifle ou l'enfant n'a pas été touché, donc il n'est pas victime. Maintenant, lorsqu'un enfant a été témoin de telle violence, le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, doit poursuivre pour violence sur concubin, avec armes ou sans armes, avec ITT et avec la circonstance aggravante de la présence de mineurs. Et les mineurs, à ce moment-là, peuvent se constituer partie civile par le biais d'un administrateur ad hoc, avoir un avocat. Et c'est vraiment important. Je vous donne un exemple qui va vous permettre de voir les choses de façon plus prégnante. J'ai une cliente qui a reçu un coup de couteau de son compagnon. Elle avait son bébé dans les bras, son bébé de quelques jours dans les bras, et elle a dû courir avec le dernier petit qui avait 4-5 ans. Le bébé n'a pas été touché, le petit de 4-5 ans n'a pas été touché, mais cette dame qui a paré, on va dire, le coup de couteau qu'on lui a mis, s'est vue sectionner le pouce.
Elle a dû courir, se cacher derrière des voitures avec les enfants. Il y avait du sang partout. Donc les enfants ont vu ça. Les enfants ont ressenti ça. Le bébé qui était au sein a ressenti ça. Donc c'est la raison pour laquelle il a été poursuivi. Il a été condamné à une peine de 3 ans. Il est en détention actuellement. Mais surtout, on a pris acte, le tribunal a pris acte de la constitution de partie civile des enfants, et de façon à ce qu'il puisse y avoir des dommages-intérêts, que ces enfants soient suivis par un psychologue pour que demain matin, ils ne réitèrent pas ce type d'acte. Parce que pourquoi est-ce qu'on donne des dommages-intérêts aux victimes? Pas pour qu'ils puissent aller s'acheter une voiture ou pas pour qu'ils puissent aller s'acheter des bijoux comme certains pensent. On leur donne des dommages-intérêts pour pouvoir se soigner. Parce que si on ne se soigne pas, on peut réitérer des faits. Oui. Alors, l'autre chose, c'est au niveau de, je dirais, même qu'il soit jeune couple ou couple, le fait que la femme dise non et que l'homme persiste. Le non-consentement, c'est quelque chose de plus en plus grave. Il y a une erreur, enfin je dirais en même temps, objectivement, les hommes qui battent, ce sont des hommes qui ont des problèmes. Un homme qui aime sa femme, qui n'a aucun problème psychologique, qui ne boit pas, qui ne se drogue pas, qui n'a pas de problème particulier, ne va pas battre sa femme. Ça, c'est important de le dire. Moi, il m'arrive de défendre des hommes violents et il m'arrive devant le tribunal correctionnel de défendre des hommes qui se sont rendus coupables de faits de violence et on se rend compte qu'il y a eu des problèmes. Quelqu'un de tout à fait normalement constitué ne va pas se réveiller un matin en se disant « je vais battre ma femme » ou « je vais la violer ». Donc, c'est important aussi que ces personnes, on prenne en compte l'état dans lequel ils sont pour pouvoir les soigner. Et la justice prend ça en compte, notamment en mettant une interdiction d'entrer en contact avec la victime lorsque la personne n'arrive pas à se maîtriser. Lorsque la justice met aussi en place une obligation de soins psychologiques, voire même de soins psychiatriques ou de soins en matière d'addictologie. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, souvent, les gens qui ont perdu leur travail, c'est pas des clichés, les gens qui ont perdu leur travail, qui boivent beaucoup d'alcool, ça leur arrive de commettre des violences. Alors, tous les alcooliques ne sont pas violents, tous les alcooliques ne battent pas leurs femmes, mais il arrive que ce soit un facteur facilitateur. Et c'est la raison pour laquelle la loi ne dit pas c'est un cas d'atténuation de la responsabilité, le fait d'avoir bu. C'est pas vrai. Même si vous avez bu, même si vous avez pris de la drogue, vous pouvez pas dire au juge, mais j'étais sous l'empire de l'alcool ou sous l'empire des stupéfiants, donc ce n'est pas de ma faute. Pas du tout. Vous avez décidé de boire, vous avez décidé de fumer de l'herbe ou de la cocaïne. Si vous avez battu quelqu'un et qu'il y a des conséquences sur cette personne, on vous poursuit. Sauf si, évidemment, il y a des conséquences psychiatriques graves, puisque la loi ne poursuit pas, on ne poursuit pas les fous en France. Dans l'éloignement, est-ce que, par exemple, on peut l'éloigner du territoire de Martinique? Non, l'éloignement, alors... Ça reste sur le territoire, circonscrit au territoire? Il y a plusieurs... La loi a mis en place un certain nombre de protections. Lorsque quelqu'un est victime de violence, encore une fois, une femme ou un homme, victime de violence par son concubin ou celui avec lequel il est pacsé ou celui avec lequel il est marié ou celui avec lequel il a des relations habituelles. Ça, c'est important parce que un crush, par exemple, quelqu'un avec qui vous avez une relation sexuelle un soir, c'est pas un compagnon, c'est pas un concubin. Après 6 mois. La circonstance aggravante parce que c'est une circonstance aggravante de battre quelqu'un en ayant été son concubin. Cette circonstance-là aggravante, elle peut pas être retenue sur quelqu'un que vous avez vu one shot. Ça, non, c'est pas possible. Donc vous disiez l'éloignement. Donc il y a ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Une victime de violence peut saisir le juge aux affaires familiales pour demander ce qu'on appelle une ordonnance de protection qui doit être prise dans les 6 jours. Et cette ordonnance de protection, elle permet d'éloigner l'auteur, de lui donner une interdiction d'entrer en contact avec la victime, une interdiction de paraître sur le lieu du travail de la victime, une interdiction de venir au domicile de la victime, même si ce domicile, c'était un lieu dans lequel vous aviez un bail tous les deux. Cette interdiction, de façon à protéger la victime. Il y a des mesures aussi, et il faut savoir que cette ordonnance de protection, elle est valable 6 mois. Elle est valable 6 mois pour permettre au procureur de poursuivre la personne pendant ce laps de temps, l'auteur, pour les violences, pour permettre à la victime de ressaisir le juge aux affaires familiales pour
pour les mesures provisoires concernant les enfants, parce que souvent, il y a aussi les enfants. Donc, cette ordonnance de protection permet de dire, bon, ben, il va y avoir un droit de visite d'hébergement du père s'il n'est pas trop dangereux pour les enfants. Et ce droit de visite d'hébergement du père, il se trouvera soit à son domicile à lui, soit dans un centre médiatisé pour protéger les enfants. Donc, on a des outils. Le souci, c'est qu'il est vrai que tout n'est pas parfait dans un monde parfait, même avec ces outils-là. Il arrive que des plaintes soient déposées. Déjà, il arrive que parfois les victimes ne déposent pas plainte parce qu'elles sont complètement embourbées dans les problèmes qu'elles ont, ou elles ont l'impression qu'on ne va pas les croire parce que lui, il est chef d'entreprise, il présente bien, c'est lui qui a tous les moyens financiers. Moi, je ne suis que la petite, j'élève les enfants et il me dit que je ne vaux pas grand-chose, donc j'ai l'impression qu'on va l'écouter lui et qu'on ne va pas m'écouter moi. Et mesdames, ça c'est important de le dire, hein, on va vous écouter. C'est pas l'argent qui compte, c'est pas parce que... Et certaines victimes ont l'impression, ils gagnent de l'argent et je n'ai pas les moyens financiers, on va me prendre mes enfants. Où est-ce que je vais dormir? Comment je pourrais leur donner à manger? Il faut venir... ou bien, je n'ai pas les moyens financiers de prendre un avocat. Il faut savoir aussi qu'au palais de justice, il y a le centre d'accès au droit qui permet... qui permet aux victimes de remplir un dossier pour pouvoir avoir un avocat gratuitement pour solliciter une ordonnance de protection. Ce qui est important, c'est que l'ordonnance de protection, elle n'est pas automatique. Je ne viens pas et je dis bonjour, madame le juge, je me sens en danger. Non, il faut, lorsqu'on demande une ordonnance de protection au juge d'affaires familiales, le procureur va donner son avis aussi. Il faut vérifier... Les éléments factuels. Mais oui, il faut vérifier que ce que la personne dit, c'est vrai. C'est important ça aussi. Parce que maintenant, à l'heure de balance tout le monde, on a l'impression qu'il suffit juste de parler pour qu'on puisse pour que vous puissiez... être compris au sérieux. Non. Il faut avoir déposé des plaintes, il faut avoir des certificats médicaux, il faut avoir des témoignages de voisins, d'amis, qui prouvent que ce que vous dites est vrai. Et c'est la raison pour laquelle on dit aux gens, si vous êtes victime de violence et que vous êtes encore amoureux de cette personne et que vous n'êtes pas en capacité de déposer la plainte, allez au moins voir un médecin qui constate les violences. Ça va permettre, parce que quand vous venez 10 ans après dire « mais ça fait 10 ans qu'il me bat » et qu'il n'y a aucun certificat médical parce que vous n'avez jamais été voir de médecin, que vous n'avez jamais été voir de psychologue, que vous n'avez rien dit à vos parents et que vos enfants étaient dans la chambre, ils n'ont rien vu, ça va être compliqué qu'on vous croit. Donc c'est important, quand on est victime de violence, même si on n'a pas la force de déposer plainte, parce qu'il ne faut pas non plus fustiger les victimes. J'en entends qui vous disent « ah, il aime ça ». Si elle est toujours avec lui depuis toutes ces années, le gars lui donne des coups, elle est encore là, c'est parce qu'elle aime ça. Non, parce qu'on a vu qu'il y a des mécanismes psychologiques qui font que, même si la personne est violentée, elle n'arrive pas encore à sortir de cette violence-là. Donc c'est important, au moins, de réunir les preuves, d'aller voir un médecin. Et en parlant de médecin, d'ailleurs, un médecin... Maintenant, il n'y a plus de secret médical pour ça. Hein. Un médecin qui voit dans le cadre de son cabinet... Il est obligé de signaler. Il est obligé de signaler. Il est obligé de signaler. Parce que, justement, on sait qu'il y a des process qui font que les victimes, elles ont parfois besoin que quelqu'un d'extérieur leur tende la main. Il y a récemment, au niveau Europe, là, il y a une femme, son compagnon la battait. Elle dit, c'est pas grave. Elle était enceinte. Et le compagnon, la dernière fois qu'il l'a battu, il a eu un grand coup de pied sur le ventre, elle en est morte. On n'a pas éloigné le monsieur au départ. Oui, parce que, comme je vous disais, rien n'est parfait. Il y a des dossiers qui passent à l'as, il y a des plaintes qui sont déposées où rien n'est fait, parce que les bureaux des procureurs sont surchargés. Les choses sont différentes quand même. Les choses ont bien évolué parce qu'il y a des services spécialisés tant au niveau du parquet qu'au niveau de la police et des services spécialisés qui n'hésitent pas parfois même à exhumer des dossiers. Hein. Dernièrement, j'ai été à une garde à vue pour une plainte pour violence conjugale d'il y a 2 ans. Les gens se sont déjà réconciliés, ils se sont tous les deux retrouvés en garde à vue pour des faits d'il y a 2 ans et c'est la grand-mère qui est obligée de garder l'enfant. Donc à un moment donné, on s'est dit mais ça n'a plus de sens 2 ans après. Mais le procureur tient à même longtemps après poursuivre les faits parce que si ça se trouve, la personne est encore en situation de violence. Oui. D'une manière générale, la justice est longue. Hein.
D'une manière générale, la justice est longue, mais il y a des circuits courts qu'on peut employer en cas d'urgence. Et ces circuits courts-là, quand on ne les connaît pas, il faut aller voir les gens qui connaissent ces circuits-là. Il faut aller au palais de justice, il faut faire des consultations gratuites si on n'a pas les moyens, il faut aller voir un avocat, et il faut savoir que l'aide juridictionnelle en matière de violence conjugale, elle est automatique. C'est important que les gens le sachent, qu'ils ne se disent pas, moi, j'ai pas les moyens. On protège les victimes. Et vous avez, en Martinique, vous avez des avocats du barreau de Martinique qui sont très impliqués et qui répondent activement pour informer les victimes, parce qu'il ne s'agit pas d'obliger quelqu'un. Parfois, il y a des gens qui viennent et qui disent, moi, je veux juste avoir des informations. Donc, on donne ces informations-là. Et parfois, moi, il m'est arrivé de recevoir des gens qui me disent « Je ne suis pas encore prête, je ne sais pas si je veux vraiment divorcer, mais j'ai des difficultés. J'aimerais juste une consultation pour avoir des informations. » Et au fur et à mesure que je donne ces informations à la personne, elle se dévoile. Elle se dévoile, elle se dévoile. Et on se rend compte que, il y a 6 mois, le monsieur a sorti un coutelas pour blesser son fils de 19 ans. Et je lui dis, mais ça, madame, c'est une violence. Il a tout cassé dans la maison, la télé, il a tout cassé. Il a menacé son fils avec un coutelas. Et elle disait, quand elle est venue me voir au début, elle me disait, c'est juste des violences. Je sais même pas. Elle me disait, je sais même pas si c'est des violences parce qu'il m'a pas touchée. Alors qu'il a quand même commis des faits qui sont très graves, à savoir menacer avec un coutelas un enfant en présence de tout le monde, quoi. Il y a un numéro qu'il faut appeler, c'est le 3919 que je vois sur le violentomètre. Le 3919, c'est effectivement un numéro national pour le violentomètre. Il y a aussi des numéros qui sont mis en place pour les violences faites aux femmes, mais il y a aussi des numéros locaux, notamment pour les violences sexuelles. En ce moment, avec sous l'égide du barreau de Martinique, qui est actuellement dirigé par Madame la bâtonnière Muriel Renard-Legrand, a été mis en place un numéro vert. Donc, j'ai pas ce numéro, mais il est sur toutes les affiches actuellement, notamment pour les victimes de violences sexuelles. Parce que les violences, c'est pas uniquement des violences physiques. Il y a les violences psychologiques, il y a les violences physiques, mais il y a aussi les violences sexuelles. Et comme vous indiquiez, certaines personnes pensaient que ma femme m'appartient. C'est madame moi, c'est ta moi, c'est ma femme. Donc à partir du moment où c'est ma femme, si je lui dis si je veux avoir une relation sexuelle, il faut qu'elle le fasse. Et les gens allaient jusqu'à dire, mais il y a le devoir conjugal. Ils pensaient que ce devoir conjugal, c'est un espèce de droit de cuissage où l'homme avait une espèce d'emprise où le corps de la femme lui appartenait. Ben, pas du tout. Depuis les années 90, on a mis en place, la jurisprudence est très claire là-dessus, le viol conjugal existe. Quand une femme dit non à son mari, s'il la force, c'est non. Même s'il lui met pas un couteau sous la gorge, à partir du moment où elle ne veut pas, une femme qui ne veut pas avoir de relation sexuelle, même avec son mari, si on la force, c'est un viol. Et c'est important parce que bon nombre de femmes que nous entendons, soit parmi parce que c'est pas que les avocats ou la justice qui entend, les associations sont très présentes aussi et entendent toutes ces femmes et qui disent comme je sais qu'il va faire des histoires, comme je sais qu'il va me taper, donc je me laisse faire. Ce sont des violences. Et c'est un début. Oui. Ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Et c'est pour ça que, laissez-moi voir le violentomètre. Le violentomètre, il vous dit, il y a les relations qui sont saines. Il respecte tes décisions, tes désirs, tes goûts, il accepte tes amis, tu as confiance en toi, tu es content. Ça, c'est une relation saine. Et le violentomètre, au fur et à mesure, alors je ne sais pas si on voit la caméra. On le voit là. C'est vert, la partie verte, c'est jaune, orange, et puis ça devient jusqu'au rouge. Parce qu'à un moment donné, il commence à faire du chantage. Si tu refuses quelque chose, il commence à rabaisser tes opinions, il commence à se moquer de toi en public, il commence à être jaloux et possessif. La partie jaune, La partie jaune, il commence à être jaloux et possessif en permanence. Il commence à te manipuler, il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage, il fouille tes textos, tes mails, tes applications. Tout ça, il faut être vigilant. Et à partir du moment où il t'humilie, il te traite de folle quand tu lui fais des reproches, ça, ce sont des violences psychologiques qui sont condamnables par la loi. À partir du moment où
il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Parce que souvent, on a tendance aussi à infantiliser l'homme violent. Oui, mais c'est pas de sa faute, il m'aime tellement qu'il n'arrive pas à se contrôler, ou il me trouve tellement belle et tellement sexy qu'il n'arrive pas à se contrôler. Mais d'où il n'arrive pas à se contrôler? Il doit se contrôler. Oui, son surmoi. Tout à fait. Son surmoi doit dominer la situation. À partir du moment où il ne se contrôle pas, à partir du moment où il commet des actes de violence en dehors du consentement de la personne, puisqu'on n'est pas en train de parler de relations sadomaso, hein, à partir du moment où il va jusque-là, c'est condamnable par la loi. Et ça, c'est important de le dire parce que certains hommes violents, lorsqu'ils sont poursuivis pour viol sur leur compagne et qu'on retrouve des bleus, qu'on retrouve des escoriorations au niveau de la vulve, qu'on retrouve des déchirures vaginales, ils disent « Ah, mais c'est parce que nous, on aime bien quand c'est un peu pimenté, on a des relations sadomaso, elle aime ça. » Mais... On t'a acheté un kilo piment. Bon, pas ça si vous avez acheté un kilo piment, mais ce que je veux dire, les relations sadomaso, c'est pas interdit par la loi. Mais encore une fois, ce sont des relations consenties par deux personnes. Partagé. Imposer quelque chose à quelqu'un, c'est pas des relations consenties. Et c'est puni par la loi. Et dans la zone rouge là? Dans la zone rouge, on arrive à menace de se suicider à cause de toi. Et ça, c'est important. Menace de diffuser des photos intimes de toi. Les menaces sont des violences. Et les menaces réitérées, menacer à plusieurs reprises de faire quelque chose, menacer de diffuser des photos intimes de toi, ça c'est important. Pourquoi? Parce que il y a avec les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le revenge porn. Des personnes qui, à partir du moment où leur conjoint les a quittés, toutes les petites vidéos sexy qu'ils faisaient entre eux, quand ils étaient amoureux, quand ils étaient en tchecoco, comme on dit ici, à ce moment-là, ils disent « Oui, mais si tu me quittes, de toute façon, ta famille va voir qui tu es. » Et ils envoient sur les réseaux les images à caractère pornographique ou des photos nues de la femme. Il faut savoir que c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et c'est également puni d'une amende. Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, c'est important parce qu'on peut briser la vie de quelqu'un comme ça en envoyant. On a vu des jeunes filles se suicider parce qu'on avait envoyé des photos nues d'elles ou des vidéos. Et souvent, c'est « Ah, mais de toute façon, pourquoi elle a accepté de faire les vidéos ?» Arrêtons, hein. Arrêtons. Ne soyons pas des hypocrites. Bien évidemment que dans l'intimité d'un couple, il y a certaines choses qui se font. À partir du moment où c'est fait dans le consentement, c'est parfait. Mais quand ce couple est terminé, on n'a pas à montrer ces photos et ces vidéos à tout le monde dans le but de salir, de dénigrer ou de récupérer la personne qui ne veut plus être avec toi. Alors, maître, au niveau de ce volet-là, quand on sait qu'aujourd'hui, il suffit d'un clic. Un clic et ça... Alors, on a juste oublié d'aller jusqu'au bout. Hein. Je vous interromps, monsieur Grabin. Et le violentomètre va jusqu'à... Il te pousse... Parce que pousser, c'est une violence. Certains me disent, oui, mais il m'a juste poussé. Parce que pousser quelqu'un, la personne tombe, il y a des conséquences physiques. Il te tire, tirer quelqu'un ou attraper les cheveux de quelqu'un, il y a des conséquences aussi au niveau de la nuque. Il te griffe, il te gifle, il te secoue, il te frappe. Il te donne un coup de poing, bien évidemment, que même si après il te dit, ma chérie, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je t'aime de tout mon cœur. Ce sont des violences qui sont passibles de passer devant le tribunal correctionnel et la personne peut aller en prison pour ça. Il te touche les parties intimes sans ton consentement. Il t'enlève ta culotte alors que tu ne veux pas. Il te force à lui faire des fellations ou vice-versa. Ça aussi, ce sont des violences. Et ça, c'est pas juste des violences sexuelles. Parce que il faut savoir qu'un viol, c'est tout acte de pénétration sans le consentement de la personne, mais aussi tout acte bucco-génitaux. Donc, forcer quelqu'un à te faire une fellation ou forcer quelqu'un ou faire un cunnilingus à quelqu'un qui ne veut pas, c'est considéré par la loi actuellement comme un viol. C'est important de le savoir. Il faut du consentement. Il faut le consentement. Il t'oblige à avoir des relations sexuelles et il te menace avec une arme. Encore une fois, lorsqu'on te menace avec une arme, que ce soit un couteau, que ce soit une arme de poing, un Glock, que ce soit un fusil de chasse, que ce soit un coutelas, à partir du ou un chalumeau, ou un briquet, ou une arme factice, mais quand l'arme est en face de toi, tu ne sais pas que c'est une arme factice. Ce sont des menaces.
Et ces menaces-là, avec une arme, sont constitutives de violences qui sont poursuivies devant le tribunal correctionnel. Et alors, ça, c'est important de le dire. Alors, maître, quand on prend toute cette graduation, à un moment donné, il faut partir par la fenêtre, en courant. Quand on peut. Quand on peut, oui. Quand on peut, parce qu'il y a aussi le phénomène d'emprise. Il y a aussi où la personne, et ça c'est les psychologues qui pourront mieux en parler, c'est la raison pour laquelle devant les tribunaux, vous avez des avocats qui défendent les auteurs de violences, vous avez des avocats qui défendent les victimes, qui demandent des dommages-intérêts pour les victimes, qui disent dans quelles circonstances les victimes en sont arrivées à rester, parce que souvent elles ont l'impression qu'il va changer, qu'il faut que je l'aide, elles s'oublient même. Et vous avez aussi, qu'est-ce qui fait que le tribunal ou la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, lorsqu'il s'agit de viol ou même de féminicide, hein, beaucoup de femmes meurent, et c'est important de le dire, le tribunal, avant qu'on arrive malheureusement à ces extrêmes, qui est l'extrême de la mort, pour que le tribunal puisse mieux juger, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une expertise psychologique et psychiatrique de l'auteur. Et il y a une expertise psychologique et psychiatrique de la victime. Il y a des examens gynécologiques aussi. Donc il y a des examens pour vérifier, il y a des examens médicaux. Donc le tribunal doit avoir des examens qui permettent de vérifier s'il y a des violences physiques, qui permettent de vérifier avec des examens psychologiques s'il y a des violences psychologiques. Et c'est avec tous ces éléments-là que le tribunal sera en mesure de rendre une décision. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de savoir que quand on voit par exemple certaines choses sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire « Ah oui, lui c'est un violeur » ou « Lui, il a l'habitude de… » parce qu'on n'a pas tous les éléments. Quand une plainte est déposée, une enquête est faite par des officiers de police judiciaire, des expertises sont faites et tous ces éléments permettent de savoir exactement comment les choses se sont passées. Au moins de tendre vers la vérité. On ne peut pas se contenter juste des paroles ou des affirmations d'X ou d'Y. La justice, c'est un équilibre. On va aller devant la justice. Pardon? On va aller devant la justice. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, lorsque, devant la justice, il y a des avocats. Donc, les avocats peuvent défendre, parce que ça arrive, hein, qu'on dépose plainte, que il faut dire la vérité, ça arrive pas si souvent que ça, mais ça arrive. Que des femmes blessées ou agacées ou déposent des plaintes qui ne sont pas justifiées, ça arrive. Et donc à ce moment-là, c'est important que l'auteur ait un avocat pour se défendre. Mais ça arrive aussi que certaines victimes sont tellement traumatisées qu'elles ne sont pas en état d'expliquer exactement ce qui leur arrive. Et c'est au fur et à mesure de la procédure judiciaire qu'elles-mêmes se rendent compte de ce qu'elles ont subi au fur et à mesure. Et parfois, elles vont déposer une plainte. Après, elles vont enlever leur plainte. Elles vont aller déposer une autre plainte. Après, elles vont enlever leur plainte. Il faut savoir que même lorsqu'elles enlèvent leur plainte, le procureur peut poursuivre. Ça continue. Et parfois, il arrive qu'elles déposent une plainte de façon ferme et qu'il n'y ait pas de suite. À ce moment-là, il faut aller voir un avocat. Parce que quand une plainte est déposée et qu'il n'y a pas de suite, l'avocat a la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour qu'un juge d'instruction soit désigné pour vérifier et enquêter sur les faits qui sont reprochés. Et il n'a pas besoin d'argent en masse, il suffit de faire une demande d'aide juridictionnelle. Si il s'agit de faits de violence conjugale ou ici il s'agit de faits, d'agression sexuelle ou de viol, effectivement, on peut avoir l'aide juridictionnelle. Et puis, bien évidemment, on peut aussi déposer, lorsqu'il y a une plainte avec constitution de partie civile qui est déposée, lorsque certaines personnes ne remplissent pas les conditions, le juge d'instruction demande les revenus de la personne et fixe une consignation en fonction des revenus. Donc, parfois, on a plein de choses en tête. On imagine qu'il faut être riche et célèbre pour avoir des bons avocats, alors qu'il faut se renseigner. L'information, je ne sais plus qui disait ça, je pense une de mes clientes qui milite beaucoup, qui disait que l'information, c'est la première arme contre les violences. Et c'est vrai. À partir du moment où les gens sont informés, les gens savent où aller, ils savent peut-être pas quoi faire, mais ils savent à quelle porte frapper et qui aller voir, c'est important. Et c'est important de frapper à la porte d'un avocat. Et si on n'a pas eu c'est comme si on n'a pas eu un bon contact avec celui-là, ils sont 200. On est nombreux au barreau de Martinique. Si vous voulez pas venir me voir là, allez voir un autre avocat. Mais allez voir quelqu'un qui va vous aider.
qui va vous écouter, qui va vous comprendre, écouter pour comprendre, et qui va vous aider à sortir de la situation inextricable dans laquelle vous êtes. Parce que la victime n'est pas la mieux placée pour tout faire toute seule. Elle ne peut pas. Elle est trop impliquée, elle est trop traumatisée. Le professionnel du droit, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là pour pleurer avec la victime, hein. Il est là pour l'aiguiller dans les méandres judiciaires et pour lui dire, bon ben voilà, vous avez déposé une plainte. Alors, qu'en est-il de la plainte? Allez voir au commissariat. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ça a été transmis au procureur? Bon, attendez, je vais aller voir le procureur. Écrire au procureur. Alors, qu'en est-il de cette plainte? Elle est classée sans suite? Bon, ben madame, on va faire une plainte avec constitution de partie civile. Vous avez des éléments médicaux? Oui, j'avais vu mon médecin, je sais pas combien de temps. Allez voir votre médecin traitant. Récupérez vos certificats médicaux. Vous aviez vu un psychologue? Oui, mais mon fils est suivi parce qu'il est dyslexique, parce qu'il a eu tel problème. Amenez-moi ces éléments-là. Et avec tous ces éléments, ça permet de construire un dossier. Non pas construire un dossier pour éliminer l'homme qui est en face, pas du tout, mais pour protéger la victime, pour protéger les enfants. Tous ceux qui sont autour. Et tous ceux qui sont autour, parce que les conséquences, elles sont sans fin. Et pour éviter la réitération des faits. Moi, j'ai des dossiers où j'ai des hommes auteurs qui disent, lorsque la plainte est déposée, mais finalement, moi, je suis soulagée. Parce que j'arrivais pas à sortir de là. Je n'arrivais pas je savais pas comment faire. Et à partir du moment où la victime a déposé la plainte, on dira c'est encore malheureusement à elle de faire, mais il faut bien qu'il y en ait un qui fasse quelque chose, ben il se soigne, il arrête de boire. Alors peut-être qu'ils vont pas se remettre ensemble, mais ça va au moins éviter qu'il y ait d'autres victimes. À propos de victimes, il y a un autre phénomène que nous constatons, c'est au niveau des prédateurs. Singulièrement, je dirais, des prédateurs mâles. C'est très souvent à voir passer des filles. Aujourd'hui, avec l'alimentation et autres, on a des filles mineures qui ont un corps de femme. Excusez-moi, monsieur Grave, mais je suis obligée de sourire parce que moi, ça fait... Je rentre sur ma 25e année. Ça va faire 25 ans que je suis avocat. D'accord? Et bien avant moi, les gens disaient déjà, ouais, mais Ija bon. Il y a ceux qui disent qu'ils débitent qu'il y a battre. Tout à fait. Ça, c'est dangereux. Donc, ce n'est pas une histoire d'alimentation. Parce que... Non, je parle de la transformation de ces filles mineures. Oui, mais la transformation de ces filles mineures, quand c'est la voisine, quand c'est ta fille, quand c'est ta cousine, quand c'est un membre de ta famille, ou la femme, tu sais très bien qu'elle est mineure. Donc, le problème n'est pas de... Et tu sais tout à fait qu'elle est mineure. Et à ce point que maintenant, la loi est obligée de mettre en place... une absence de consentement pour qu'il y ait des relations sexuelles entre un majeur et un mineur. À partir du moment où ce majeur a 5 ans de plus que le mineur. La dernière loi qui est sortie là. Oui. Parce que c'était ça. Mais elle voulait, je savais pas, elle est bien formée quand je la regarde, quand elle marchait, je pensais qu'elle était au lycée, moi je pensais que si, je pensais que si là. C'est très simple. Maintenant, il est interdit d'avoir une relation sexuelle. Il n'y a plus de consentement de mineur à partir du moment où il y a 5 ans de plus. Donc le grand mal-chien de 40 ans ou de 60 ans qui veut avoir une relation sexuelle avec une gamine de 13 ans, c'est plus possible. C'est au point. On fait la différence pour lui. C'est plus possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un majeur... Pourquoi est-ce qu'on a mis 5 ans? Parce qu'on estime qu'effectivement... 13, 14, 15, 16, 17, 18, il peut y avoir... une précocité. Pas une précocité, mais il peut y avoir ce qu'on appelle la clause de Roméo. Oui. Il peut y avoir des jeunes filles qui peuvent être en relation avec un très jeune majeur, parce qu'effectivement, c'est l'amour et tout ça. Et à ce moment-là, on ne va pas poursuivre cette personne, par exemple, quelqu'un de 19 ans, 15, 16, 17, 18, 19, voilà, ou quelqu'un de 20 ans qui a une relation sexuelle avec quelqu'un de 15 ans. Il en a non. Par contre, on estime au-delà que même sans que cette personne fasse partie de sa famille, à partir du moment où quelqu'un a une relation sexuelle avec une gamine qui a 5 ans, qui a plus de 5 ans de différence d'âge que lui, c'est devenu interdit par la loi. C'est plus possible. Alors là, on va aux assises ou en correctionnel? On va en correctionnel si jamais on estime que c'est une agression sexuelle, et on va aux assises si jamais on estime que c'est un viol, et aux assises ou la cour criminelle départementale.
Et ça, au moins, les choses sont très claires. Parce qu'avant, où les gens essayaient de dire, mais je ne comprends pas, je ne savais pas, voilà. Donc maintenant, là, les choses sont extrêmement claires. Voilà. Et la loi a été promulguée? Tout à fait, oui. C'est sorti dernièrement, oui. Bon, ben, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose, mais ce qui est important de savoir dans tout ça, les gens disent, oui, mais de nos jours, avec tout ce qu'il y a, MeToo, balance ton porc, on ne sait plus comment parler une femme, on ne sait plus comment... La seule chose à se poser comme question, c'est est-ce que il y a une communication? Est-ce que cette personne est a la possibilité d'émettre un consentement? Parce qu'on estime qu'effectivement, une gamine de 13 ans ne peut pas émettre un consentement pour avoir une relation sexuelle avec un homme de 40 ans, de 50 ans ou de 30 ans. Donc, c'est ça la question. La question n'est pas d'interdire les relations entre hommes et femmes et de créer des problèmes. La question est de savoir... Bien évidemment qu'un homme peut encore draguer une femme, bien évidemment qu'il peut y avoir des relations amoureuses, mais la difficulté qu'il y a, c'est que beaucoup d'hommes malades dans leur tête, et les hommes malades dans leur tête, je ne parle pas de tous les hommes bien qu'il y a beaucoup d'hommes corrects au monde et heureusement, et en Martinique, mais beaucoup de prédateurs. Oui, c'est pourquoi j'ai insisté sur le terme prédateur. Tout à fait, on profitait pour avoir une emprise des pasteurs, ou utilisaient le cadre, un membre de la famille, un ami de la famille, ou à l'école, un prof, et cette espèce de déférence et de respect, parce que ça reste encore le respect du plus jeune vers l'aîné, et qui créait une espèce d'emprise sur ses enfants, et qui estimait « Ah, mais elle ne m'a pas dit non. Ah, mais elle m'a dit que j'étais beau. » Ou « Elle m'a dit qu'elle m'aimait bien. » Mais ce n'est pas une raison pour avoir une relation sexuelle avec une gamine de 13 ans. Et surtout, c'est passible d'une peine d'emprisonnement. Et on a les deux volets, correctionnel et criminel. Parce que le viol, c'est un crime. Donc, c'est passible jusqu'à 20 ans d'emprisonnement lorsque c'est commis sur des mineurs. Et l'agression sexuelle, c'est un délit. C'est important de le savoir. Et c'est passible à une peine devant le tribunal correctionnel. Alors, l'autre facteur que nous avons dans notre société moderne, je dirais, c'est la tenue vestimentaire. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de filles qui circulent pratiquement nues. On a encore beaucoup de nos femmes qui circulent bien habillées, qui présentent... Et là aussi, est-ce qu'on tient compte de ces éléments-là dans une procédure devant le tribunal? Alors, il faut que vous sachiez que la loi ne va pas... Comment expliquer? La loi ne va pas amoindrir une peine parce que quelqu'un avait un pom-pom short ou bien l'argument qui consiste à dire... Et ça, c'est une argumentation qui existe depuis la nuit des temps. Elle avait une mini-jupe, on dit ça depuis les années 50. Alors c'est vrai que maintenant, on est encore plus court vêtu, mais ça ne c'est pas pour autant, c'est pas parce que les filles sont habillées, courtement habillées ou même en maillot sur la plage, pourquoi on va pas les violer tous les gens qui sont en maillot sur la plage alors? Il faut savoir aussi que sinon ça voudrait dire que parce que quelqu'un a une tenue particulière, elle aguicherait ou ce serait de l'incitation au viol. Encore une fois, le viol, c'est imposer à quelqu'un par menace, violence, menace ou surprise, imposer un acte de pénétration sans son accord. Enfin, je ne sais pas moi, est-ce que ça peut plaire à un homme normalement constitué d'avoir à mettre sa main dans la culotte de quelqu'un qui ne veut pas qu'on mette sa main? Est-ce que ça peut plaire à un homme normalement constitué que de pénétrer une fille qui dit non, je ne veux pas? Pourquoi? Parce qu'elle avait un short à moitié découpé. Mais elle avait un string ou autre chose. Un homme normalement constitué, ça ne lui plaît pas. Parce qu'il n'aura même pas d'érection face à quelqu'un dont il n'a pas envie. Une relation sexuelle, ça reste une relation sexuelle consentie par deux personnes. Donc, les arguments qui consistent à dire « elle était à moitié à poil », ça ne tient pas, et ça ne tient pas non plus devant un tribunal. Ça ne tient tellement pas devant un tribunal que la loi estime que les prostituées,
celles qui se livrent à la prostitution et celles qui subissent souvent la prostitution, qui sont effectivement au bord de la route et qui vendent leur charme, peuvent être violées. Une prostituée qui dit non. C'est non. Donc le viol d'une prostituée, ça existe. Ça veut bien dire que l'habit n'a rien à voir là-dedans. Et il faut savoir aussi, et ça c'est très important, hein, la majorité des viols et des agressions sexuelles, c'est dans le milieu familial. Et là, les gens ne sont pas habillés en pom-pom short ou en string ou comme s'ils avaient la bacchanale. Hein. C'est pas vrai. Il y a des gamines de 12 ans qui ne sont même pas encore formées et qui se font violer. Encore une fois, quelqu'un qui viole, c'est quelqu'un qui a une prédisposition mentale particulière. J'avais au barreau, j'ai vécu une fois une séquence. Le président faisait remarquer à une dame, Madame, vous êtes mal fondée pour faire tenir ce propos. Et cette dame en blanc martiniquaise s'est mise de côté, mettait de la main à ce côté, dit c'est les juges. Bon, là, il a devant la mal fondée, le rire total, parce que le juge français de France ne connaissait pas ce terme. Le fondement. Le fondement. Non mais monsieur Grab, vous m'amusez parce que vous passez de quelque chose de très grave à cette petite note d'humour parce que c'est vrai que parfois il faut savoir alléger un peu les situations et on imagine que les téléspectateurs et qui nous écoutent ou qui nous voient, hein, puisqu'on peut aussi... ça doit être compliqué et notamment ça doit raviver des choses difficiles. J'espère que ce type d'émission va permettre... Ça fait. C'est très écouté. C'est très écouté, les gens écoutent pour comprendre. Souvent, la personne, dans le secret de sa chambre, écoute ce qu'on dit et se décide de dire, bon tiens, voilà comment ça se passe, effectivement, je vis ça, je subis ça, je vais voir un avocat. Oui, parce que les violences conjugales, que ce soit des violences physiques, psychologiques ou même sexuelles, les violences dans le couple, ça a des répercussions sur la famille, mais parfois, il y a des... Moi, je ne les ai pas, mais il y a des statistiques sur le nombre de personnes mortes sous le coup des conjoints. Mais on ne dit pas toutes les personnes qui se sont suicidées. Oui. Il y en a beaucoup qui se suicident. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus leur maman parce qu'elles ne tenaient plus et qu'elles se sont suicidées. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à Mangovulsin. Il faut savoir qu'il y a des hospitalisations d'office. Dans le cadre d'hospitalisation d'office, c'est des hospitalisations sous contrainte, sans le consentement de la personne. Quand la personne a perdu l'esprit et qu'on est obligé de la placer en hôpital psychiatrique, moi, il m'est arrivé effectivement d'avoir à assister, puisque l'avocat intervient pour vérifier que cette hospitalisation sous contrainte est faite dans des conditions légales correctes, et d'avoir assisté à des femmes qui ont été victimes de violences et beaucoup aussi de viols. Donc on ne le dit pas, il y a des femmes qui deviennent folles, il y a des femmes qui se suicident, il y a des femmes qui perdent l'esprit, et tout ça, ce sont des conséquences des violences conjugales. Et c'est la raison pour laquelle l'État met en ce moment un paquet d'argent pour pouvoir régler ces problèmes-là, parce que ça a des conséquences au niveau de la sécurité sociale, ça a des conséquences pour tout le monde. Sur toute la société. Sur toute la société. Toute la société. D'où l'intérêt, comme je disais au départ, l'amour, c'est comme un tango, ça se danse à deux. Donc, on n'a jamais dit dans aucun dictionnaire nulle part, être amoureux de sa femme ou de son homme, ça coûte point. Non, et puis... ça coûte casserole. Alors, je ne sais plus si c'est une chanson ou c'est un adage, mais il y avait... j'ai entendu ça dans une plaidoirie d'un de mes confrères qui disait « Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi ». Oui. Et souvent, les problèmes interviennent à la séparation. Parfois il n'y avait pas une violence pendant le couple, hein, mais la personne n'accepte pas la séparation. Quand on vous dit c'est fini, c'est fini. Et la personne qui n'accepte pas la séparation dit « moi je n'en peux plus », et soit il va la tuer, ou soit il la frappe pour lui dire de revenir, ça n'a pas de sens, mais en même temps c'est que lui-même il n'est pas bien dans sa tête. Et c'est ça, c'est d'avoir cette capacité à se dire elle ne veut plus, il ne faut pas la forcer, il ne faut pas tenter de la faire changer d'avis. Quand la misère rentre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui, nous le disons, singulièrement à nos jeunes filles,
d'être indépendante financièrement. Parce que ça aussi, c'est un facteur qui conduit à beaucoup de choses. On prend en compte aussi ce qu'on appelle les violences économiques. Oui, économiques, oui. Donc vous avez tout à fait raison. C'est important d'être indépendant financièrement parce que c'était beaucoup le cas avant. De nos jours, on se dit avec la CAF, avec toutes les allocations qu'on donne, les gens peuvent partir. Sauf que les gens qui sont habitués à un certain train de vie, qui ont des enfants qui sont en école payée, en école privée, ou qui ont l'habitude de... Qui ont un portable de 3 000 €, par exemple. C'est parfois compliqué pour eux de se dire, oui, mais comment je vais faire? Alors, c'est important de savoir que... faut aussi aller voir un avocat qui est spécialisé en droit de la famille, qui sera en mesure de dire, ben, le juge, il regarde les revenus et charges des deux parties. Et si une des parties, si par exemple la mère a arrêté de travailler pour pouvoir se consacrer à ses enfants et pour permettre au père ou de fleurir. De fleurir et d'avoir une activité professionnelle florissante, elle peut avoir ce qu'on appelle une prestation compensatoire. C'est une prestation, c'est une somme d'argent qui va compenser la différence de train de vie qu'il y aura depuis la séparation. C'est le préjudice sentimental. Non, c'est la prestation compensatoire. Et ça, les gens ne le savent pas toujours. Les gens ont toujours l'impression, je vais peut-être tout perdre. C'est vrai que les choses vont être différentes. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui doivent se retrouver dans des associations où elles sont hébergées. C'est vrai qu'elles sont obligées de quitter parfois leur travail ou la région dans laquelle elles sont pour se protéger. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais vaut mieux parfois partir que de mourir. Oui, car on vive longtemps. Oui, car on vive longtemps. Et lorsque nous voyons certains copains qui n'admettent pas que tout est éclaté, alors qu'ils avaient dit à cette femme que plus personne pour avoir rien. Et ce qui les embête, c'est de voir passer la femme resplendissante, et très souvent de voir la femme resplendissante sur le balcon avec un autre monsieur. Oui, parce que il y a une expression qui dit, il y a une expression sur les poules où... Oui. Et chien par les bananes, pas les poules. Exactement. Chien par les bananes, pas les poules. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tant qu'elle est dans la maison, qu'elle est soumise, qu'elle est dénigrée toute la journée, qu'elle est tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de quémander en disant « Oui, mais chérie, tu ne viens pas. Oui, mais chérie, il paraît que... » Mais à partir du moment où elle n'est plus là, qu'elle est épanouie et qu'elle est avec quelqu'un d'autre, là, la personne qui perd son emprise est en difficulté. Oui. Parce qu'elle se dit, je n'ai plus la main mise. Sauf que, encore une fois, dans une société qui fonctionne bien, il n'y en a pas un qui doit avoir une emprise sur une autre. Il n'y en a pas un qui doit avoir une emprise sur l'autre. On est sur des pieds d'égalité. Et la loi est là, justement, lorsque cette emprise dépasse... Parce que certains disent, ouais, l'emprise, ou là, depuis 30 ans, au Cavini dit l'emprise. Non, l'emprise existe. Effectivement, il y a des gens qui sont dans un phénomène d'emprise et qui n'arrivent pas à partir. Et sauf que celui qui commet ces violences psychologiques, commet ce harcèlement ou bien commet ces violences physiques est tellement habitué qu'il a l'impression qu'elle ne partira jamais. Et parfois, il y a un déclic et cette personne part. Et c'est là que les violences beaucoup plus graves interviennent. Parce que l'objet parce qu'il perd l'objet qu'il avait depuis tant d'années. Non pas parce qu'il est tellement amoureux ou parce qu'il ne peut pas vivre sans elle, parce qu'il perd l'emprise, il perd le pouvoir. C'est une question de pouvoir, de rapport de force. Et il est inacceptable que dans une société, on est quand même en 2024, qu'on accepte que des rapports de force s'instituent entre les hommes et les femmes. Alors il y a un autre élément avant de conclure. C'est l'ingérence. L'ingérence, des gens qui voient que ça fonctionne très bien chez vous et qui viennent faire rentrer un poison dans le couple, surtout avec ça. C'est-à-dire? Vous êtes à table avec moi, on fait une photo, on a jamais vu qu'on a été photographié. La photo est transmise à ma copine. Oui. Je l'ai vue au resto avec une dame et c'est parti. Oui, mais M. Gabin, si votre copine a confiance en vous, vous avez le droit d'aller au restaurant avec qui vous voulez. Oui, parce qu'encore une fois, personne n'appartient à personne. Oui. Donc,
chacun a le droit d'aller au restaurant. Et s'il y a une communication entre votre copine et vous, avant même qu'on lui envoie la photo, M. Grabin, vous allez lui dire que vous étiez au restaurant avec moi. Si vous lui dites pas, il y a un problème là quand même, non? Oui, mais vous dites souvent, vous n'êtes pas encore arrivé à la maison. Souvent, vous n'êtes pas encore arrivé à la maison. La photo est déjà arrivée. La photo est déjà sur WhatsApp. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'effectivement, comme sur ce violentomètre, on voit que lorsque c'est au vert, cette personne a confiance en toi, s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble, est content quand tu te sens épanoui, accepte tes amis et ta famille, respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts. Ce qui signifie que, M. Grabin, si vous aviez envie d'aller au cinéma avec une amie, si on regarde le violentomètre qui est au vert, ça ne devrait pas poser de problème particulier à votre compagne. Alors, j'ai vu dernièrement un documentaire, il y a mieux. Et il y en a ici, de nos compatriotes qui le font. On peut mettre un mouchard sur le téléphone de madame. Ah, mon Dieu. Alors, si c'est interdit par la loi, ça. Oui, c'est interdit par la loi. Mais si c'est important de le dire. Tous les gens qui prennent les choses là sur Internet, c'est interdit. Une violation de la vie privée de cette personne. Parce qu'effectivement, votre compagne, votre femme, votre épouse, la personne avec laquelle vous êtes paxé, votre mari, a une vie privée. Il a son jardin secret. Tout à fait. Et vous n'avez pas le droit de mettre de mouchard dans son téléphone que vous allez prendre sur Internet. Merci. Mais ça, c'est quand j'essaie d'analyser ça. Elle peut déposer plainte contre vous pour ça. L'individu qui le fait, d'ailleurs, au départ, il n'a pas confiance en lui-même. Non seulement il n'a pas confiance en lui-même, mais il veut maîtriser l'autre. Il veut savoir ce qui se passe. Alors peut-être qu'effectivement, c'est important ça aussi. Hein. Parfois, sur les violences, ça arrive qu'effectivement, il y ait tromperie. C'est pas parce que... Et c'est important de le dire aussi, quelqu'un est libre de vous tromper. Oui. C'est pas parce que la personne vous a trompé qu'il faut la battre, qu'il faut la tuer, ou qu'il faut... vous vous rendez compte, la personne vous a trompé, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus sur le même... vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous quittez la personne. J'ai trompé de femme, donc qu'il aille ailleurs. Vous quittez la personne. Mais souvent, on veut posséder l'autre, on veut maîtriser l'autre. Et la loi intervient pour, d'une part, rétablir des choses qui ne sont pas de l'ordre de la morale ou qui ne sont pas de l'ordre de la religion. Mais on est dans une société où les gens sont libres d'avoir des relations avec qui ils veulent. Et c'est pas parce que quelqu'un vous a trompé que vous avez le droit de frapper cette personne ou même que cela ne justifie cela. Parce qu'on est déjà venu me voir en me disant « Mais regardez, ouais, elle était avec un tel. D'ailleurs, regardez les échanges téléphoniques, c'est pour ça que je lui ai cassé le nez. » Mais non. Devant l'enfant, vous cassez le nez de votre femme parce qu'elle vous a trompé. Vous la quittez. Maître, c'est toujours agréable de discuter avec vous, de débattre avec vous. Le temps qu'il nous est imparti, il ne nous permet pas de poursuivre. Que pouvez-vous dire comme conclusion? En conclusion, sur écouter pour comprendre concernant les violences dans le cadre familial. Le cadre familial, c'est le cadre où on est censé s'épanouir le mieux. C'est le cadre de l'intimité, la vie sexuelle, la vie familiale, la vie avec les enfants. C'est une intimité qui peut nous épanouir. La construction de la société. Exact. Et c'est la base de la construction de notre société. On est tout à fait d'accord. À partir du moment où la violence entre dans la famille, elle s'insinue dans toutes les strates de la société et surtout, elle touche les enfants. Et on est étonné parfois de voir tout ce qui se passe en ce moment avec des jeunes qui commettent des faits graves et des faits de violence, des faits très violents avec des armes qui tuent, qui violent. Souvent, c'est parce que ça a pris corps au sein même de la famille. Donc moi, ce que je dis, c'est il ne s'agit pas de juger les gens. Parce qu'on aime beaucoup juger, nous, en Martinique. Hein. Ah, pour ça, il y a beaucoup de procureurs en Martinique. Il ne s'agit pas de juger les gens, il s'agit d'aider, de tendre la main quand on le peut. Et j'accepte de faire ce type d'émission, justement, de façon à ce que la parole circule, l'information circule. Et il faut savoir qu'au barreau de Martinique, on est nombreux à être des avocats à l'écoute des victimes, à l'écoute des auteurs qui ont des difficultés. Et on est là, justement, pour permettre... et je dis que les avocats contribuent aussi à ce qu'une société soit meilleure. En tout cas, maître, merci. Et nous disons aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent,
pour 5 minutes de plaisir supplémentaire, on peut avoir des années de bonheur en moins. Des années de bonheur en moins. Il ne faut surtout pas taper une femme, il ne faut surtout pas taper un homme. Il faut éviter. Et quand ça commence à prendre corps, la meilleure solution, c'est de prendre un verre d'eau. Quand ça va bougonner, on va parler, c'est mieux. Ou bien de partir. Ou de partir. On passe ces cas, quand ça va, on va faire un tour. Merci encore et à très bientôt. Merci, M. Grabin. Respect.